4 voix de sagesse, 4 voix pour l'âme, 20 minutes de tendresse pour transmuter nos drames. Écoutez les paroles, mais observez les actes. La terre est une école, mais l'école, j'aime pas ça. Moi je préfère écouter les invités de fil au grand bazar de Gaïa. Et quel que soit votre âge, je vous souhaite un bon visionnage. Bonjour, bonjour et bienvenue au Grand Bazar de Gaïa, la chaîne où l'on n'a pas besoin d'être aux Seychelles pour se sentir en vacances. Vous voulez connaître mon secret pour vivre en vacances toute l'année? Eh bien, je vais vous le dire, parce que la notion de vacances est un état d'esprit. Le flux et le reflux des délicieuses vagues qui vous mettent en onde alpha dans mon dos ne viennent pas encore vous lécher les pieds. Pourtant, avec un peu d'imagination, et si vous avez assez de souplesse pour vous sucer les orteils, il se pourrait que vos orteils aient le goût salé. Néanmoins, et oreilles en plus, eh bien que je ne farniente au bord de la mer que dans mon imaginaire, la réalité 3D brutale et réelle est venue me toquer la noix de coco. Je vous explique. Je comptais doucettement enfiler la quenouille à l'ombre des baobabs de mes stress en fleurs, saupoudrer des si soyeux silences de mes soucis sauvages, dans la quiétude réparatrice de la rienfaisance. Eh ben non, pas du tout. Sans crier gare à brûle-pourpoint et sans prévenir, après le premier best-of qui a caracolé à 13 000 vues, talonné par le deuxième à 10 000 vues, le pauvre troisième best-of au contenu pourtant passionnant, avec nul autre que Pierre Le Sart, Véronique Jeannot, Karine Arsène, le prince Hamdi de Boukadida de la Gazelle de Sousse et le père Jamal de Jordanie, mon pauvre troisième best-of, disais-je, a été lâchement boudé par mon audience. Ce qui, subséquemment et par la loi universelle de cause à effet, a provoqué une chute vertigineuse et fracassante du nombre de vues à 620, 630, maigre visionnement de ceux qui me sont restés fidèles, malgré l'appel de l'été. Un score lamentable qui, je dois l'avouer, m'empourpre du rouge de la honte mes joues et mon front. Alors, tel le Don Quichotte de Cervantes, enfourchant sa Rocinante sous son Sancho Panza, qui, sous son poncho, pensa qu'il était l'heure de se lancer à l'assaut des endormis, je me suis sorti les doigts du fût, que je fus, au passé simple, pour empoigner les droits de l'impératif qui m'a dit « sois » et décide avant de ne plus être. Ce ne sera donc pas un best-of aujourd'hui, puisque vous en boudâtes la troisième version, mais une émission spéciale Mathieu Ward, en différé depuis sa station orbitale, avec ma face de crème à raser, enfin bref, je vous lirai également, par ma voix vibrante, élevée à plus d'1 million unités bovies garanties, un article incroyable qui vaut son pesant de cacahuètes. Une révélation étonnante qu'a faite le docteur Léon Heisenberg, psychiatre américain de renom, considéré comme le père scientifique du TDAH, un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. À l'âge de 87 ans, dans ce qui fut sa dernière interview, il a déclaré, je cite, « Le TDAH est un exemple parfait de maladie fictive ». Fin de citation. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, vos abonnements, vos pouces en l'air, vos commentaires et vos partages sont des applaudissements que j'entends, qui me réchauffent le cœur et qui ont la vertu d'émoustiller les algorithmes qui font grimper le référencement et nous rendent ainsi plus visibles. Et si vous avez l'élan de vous régaler du bonus réservé aux VIP du Grand Bazar de Gaïa, mes very intergalactic people, et de vous autoriser à investir le prix d'un café gourmand, vous aurez accès non seulement à un invité surprise qui fait suite à cette émission, le lien est sous la vidéo, mais aussi à tous les autres bonis, et non pas bonis menteurs, bonis, un bonus des bonis, de toutes les autres émissions. Et si votre bol
est au niveau 2, vous gagnez un e-book. Et niveau 3, deux e-books à choisir dans la bibliothèque du site fieldone.com. Alors, assez palabré, blablaté, jacassé, placoté, sans plus tarder, je laisse la parole à Matthew Ward, qui, comme beaucoup d'entre vous le savent, est mort, inexplicablement, à l'âge de 17 ans, sur une route du Panama au volant de sa Jeep, et qui, depuis une dimension fréquentiellement très élevée, dont je ne saurais dire le chiffre, envoie par télépathie à sa merveilleuse maman Suzy, que je salue, depuis plus de 19 ans, des messages hautement spirituels et pragmatiques aussi, dont je me fais pour vous, en français, le fidèle interprète. Alors, il va d'abord être question de fréquence, de la 5D, de l'énergie, de la liberté, de l'indépendance, du pape Léon XIV, de la santé, de l'autisme et des troubles de l'attention. Attention, ce n'est plus moi qui parle. Avec tout notre amour, ici Matthew, qui vous parle au nom de toutes les âmes stationnées à cette dimension. Les forces de la lumière ont brisé la colonne vertébrale de l'ombre, et votre monde est en train d'entamer un des virages les plus puissants de l'histoire universelle. Dans les semaines et les mois à venir, vous verrez les suites chaotiques d'une tempête millénaire se transformer en nettoyage international, puis commencera la reconstruction véritable de la Terre. Ce grand mouvement accompagne les changements positifs dans les cœurs et dans les esprits. Les vents d'une conscience plus élevée soufflent déjà. Et même si beaucoup n'ont pas conscience des nouvelles fréquences ou de la montée vibratoire, ils ressentent une différence bienvenue. Après une période d'ajustement un peu stressante, un sentiment de calme remplace peu à peu la confusion et l'anxiété. L'afflux d'amour-lumière, c'est comme si l'univers entier prenait la Terre dans ses bras avec tous ses habitants. À mesure que les tensions se relâchent, que la frustration diminue, vous verrez croître la bonté, la générosité, l'envie d'aider et des attitudes plus douces. Bien sûr, toutes les âmes ne réagiront pas ainsi, mais pour nous, il est très encourageant de constater que ces élans lumineux surpassent largement la peur, le désespoir ou la volonté de domination. Certains travailleurs de lumière se sentent si exaltés qu'ils pensent que la Terre est déjà en 5e densité. C'est vrai, pour les individus dont l'intégration des fréquences a clarifié la conscience et l'âme à ce point. Mais la majorité ne connaît pas encore ses propres origines divines, sa nature multidimensionnelle, les deux processus d'ascension, ni le combat universel entre la lumière et l'obscurité. Le chemin vers la 5D reste encore long pour beaucoup. Et si la Terre était véritablement en 5D, il n'existerait plus la moindre trace de mensonge ou de corruption. Il est encore difficile aujourd'hui, n'est-ce pas, de savoir si une photo ou une vidéo compromettante est réelle ou générée par l'intelligence artificielle, de discerner si une information est vraie ou inventée, de savoir si tel conflit entre dirigeants est authentique ou mis en scène, et si telle prophétie catastrophiste est fondée ou juste un outil pour générer de la peur. Sur ce dernier point, nous vous le garantissons, aucune prédiction apocalyptique ne se réalisera. Bien-aimés, orientez vos pensées, vos émotions, vos visions et vos rêves éveillés vers ce qui est bon pour vous et pour le monde. Rappelez-vous que ce que vous faites ne se limite pas à la Terre. Dans cet univers, tout ce qui se passe quelque part résonne partout ailleurs. En activant ensemble vos capacités de co-création pour bâtir l'âge d'or de la Terre sur une base d'amour-lumière, vous êtes à la fois soutenu par d'autres civilisations qui créent elles aussi de nouveaux mondes rayonnants.
Tout l'univers est en mouvement pour manifester la paix, la joie, la santé, l'harmonie et l'abondance en s'affranchissant de l'obscurité et du contrôle. Ma mère, Suzy, connaît un médecin écossais, psychiatre et chaman vivant au Pérou depuis 20 ans, qui connaît parfaitement les mécanismes d'auto-guérison du corps et les soins naturels. Passionné par les philosophies orientales et ésotériques anciennes, il écrit aussi des poèmes et des récits. Avec son accord, voici quelques lignes d'un de ses textes. La vraie liberté et l'indépendance sont l'essence de l'existence, le souffle délié de l'âme. Ce ne sont pas de simples privilèges, mais la moelle même de la vie, une révolte silencieuse contre les chaînes visibles et invisibles. Être libre, c'est danser avec le vent, affranchi de la gravité des attentes, et tracer son chemin à travers la jungle de la conformité. L'indépendance, c'est ce feu discret et tenace qui refuse d'être l'ombre de qui que ce soit. C'est le courage d'être seul, tout en étant relié à la conscience cosmique, telle une étoile solitaire et rayonnante. En leur forme la plus pure, elles sont la symphonie du soi, la mélodie d'une vie authentique, où chaque pas dit « je suis, je choisis, je suis libre, ainsi soit-il ». Vive la vraie liberté et l'indépendance. Alors, le choix d'un Américain comme nouveau pape était-il une décision stratégique ou le reflet fidèle du respect que lui portaient les cardinaux? Son choix était une décision stratégique, et avant d'en dire plus, évoquons un peu les 2000 ans d'histoire des papes depuis Saint-Pierre, considéré comme le premier. Jusqu'à il y a 1000 ans, les empereurs avaient généralement le dernier mot sur leurs successeurs. Lorsque ce pouvoir fut confié aux cardinaux, les membres des familles les plus riches d'Italie devenaient souvent papes. Il est difficile d'imaginer que la papauté ait été convoitée avec ardeur. Au cours du premier millénaire, la plupart des papes moururent de mort violente et furent qualifiés de martyrs. Mais certains documents indiquent qu'involontairement ou intentionnellement, ils ont fait quelque chose qui déplaisait au pouvoir en place. La mort des deux derniers papes, Jean-Paul II et François, montre que destituer quelqu'un qui ne respecte pas les instructions est toujours d'actualité. Alors que le processus de clonage se déroulait précisément dans les laboratoires scientifiques, Jean-Paul II fut cloné, puis tué. Sa nature bienveillante et douce était si forte qu'elle transparaissait chez le clone tout au long des années où il le représentait. Son désir d'éclairer le Vatican était également fort, mais le clone ne fut jamais autorisé à mettre en œuvre les réformes que Jean-Paul II souhaitait entreprendre. Il y a 5 ans, le pape François fut assassiné pour avoir défendu le Nessara. Voulant mettre fin au rituel satanique, utiliser la fortune du Vatican pour aider les pauvres et restituer les œuvres d'art volées. Une image holographique de lui à distance fut brièvement reproduite jusqu'à ce qu'il soit représenté par un vieil homme corpulent portant un masque. Ce simulacre dura jusqu'à ce qu'il soit décidé que le vénéré François devait passer à la vie spirituelle et qu'un nouveau pape soit installé. Toutes ces décisions ont été prises par Depuis environ 2 siècles, des générations de cette sinistre société secrète ont exercé le pouvoir invisible au Vatican. C'est grâce à leur influence et à leur égoïsme qu'il y a 1 siècle, la Cité du Vatican est devenue un État souverain et indépendant, doté de son propre gouvernement, de son trésor public, de ses lois, de ses activités commerciales et d'une population restreinte. En tant que plus petit pays du monde, le Vatican peut participer aux affaires diplomatiques et politiques internationales. En tant que dirigeant autocratique, le pape exerce une autorité absolue sur tout ce qui se passe dans le pays et sur l'Église catholique dans le monde entier. Les
utilise le Vatican pour blanchir de l'argent, stocker des œuvres d'art volées aux Juifs par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, et comme siège international du satanisme et principal lieu de sacrifice humain. Or, tout ce que font les est planifié stratégiquement, généralement des années, voire des décennies, avant de franchir la première étape d'un programme détaillé. Cependant, des situations qui, autrefois, pouvaient se prolonger des années plus tard, ne le sont plus. Et la décision concernant le successeur de François a été prise relativement récemment. Robert Prévost est intelligent, instruit et compétent, multiculturel et sympathique, et il jouit du respect de nombreux cardinaux. Son nom vient de sa grande admiration pour le dernier pape Léon, dont il partage l'envie d'aider partout où cela est nécessaire. En le choisissant, les croient que Léon XIV peut revigorer l'immense population catholique des États-Unis qui s'éloigne rapidement du dogme et du financement de l'Église. Il rappelle ainsi au gouvernement de ce pays qu'ils exercent encore une influence considérable sur ses systèmes économiques, juridiques et judiciaires. Il compte sur les catholiques fervents, enthousiasmés par le premier pape américain, pour les aider à conserver leur pouvoir. Et comme les Péruviens le considèrent comme l'un des leurs et qu'ils en sont également ravis, les pensent que le nouveau pape pourrait rallier ce pays et peut-être même toute l'Amérique du Sud à leur cause. Rien de tout cela n'arrivera et le catholicisme et toutes les autres religions subiront des changements à mesure que leurs adeptes, de plus en plus conscients, abandonneront les aspects manipulateurs et contrôlants et ressourceront le spirituel. Robert Kennedy, le secrétaire à la santé et aux services sociaux, sait, tout comme de nombreux médecins et scientifiques médicaux, que la cause réside dans les ingrédients des vaccins administrés régulièrement aux nourrissons. Pour éviter tout lien apparent entre vaccination et autisme, les lots de vaccins contiennent des concentrations variables d'ingrédients nocifs, voire aucun, et cette différence flagrante se reflète dans la population. Il reste à voir ce que feront les redoutables adversaires de M. Kennedy, les dirigeants et lobbyistes de l'industrie médicale, pour l'empêcher de divulguer les preuves de leurs agissements inadmissibles contre le bien-être de l'humanité et la vie elle-même. La médecine occidentale est la collusion entre les dirigeants des organisations alphabétiques jusqu'à l'OMS et les propriétaires gestionnaires des compagnies d'assurance, des sociétés pharmaceutiques et des administrations hospitalières. Ces collaborateurs, que l'on appelle État profond, ordre mondial unique, gouvernement fantôme et autres, créent des maladies, car tout ce qui touche aux soins de santé, physiques, mentaux et émotionnels, leur rapporte énormément d'argent. Ils ont tué, emprisonné ou retiré leur licence au personnel médical qui soignait des maladies par des méthodes naturelles ou l'utilisation de fréquences. Outre la prolifération de toxines par divers vaccins, ils ont interdit des remèdes efficaces et supprimé des technologies qui pourraient grandement bénéficier aux populations. Ils ont porté atteinte à la santé de la Terre et de toutes ses formes de vie par les épandages de chemtrails qui empoisonnent l'air, l'eau et le sol, ainsi que par les substances cancérigènes contenues dans les herbicides, les insecticides et les engrais. Nous ajoutons que les vaccins administrés aux nourrissons provoquent des symptômes d'autisme, et non ce trouble authentique extrêmement rare, choisi dans de rares contrats d'âme et accords prénataux de toutes les âmes désireuses de partager cette vie. L'autisme réel et les symptômes induits par les vaccins offrent aux personnes atteintes et à toutes les personnes qui les entourent
de nombreuses occasions d'apprendre la patience, la persévérance, l'empathie, la compassion, le pardon et le sentiment triomphant d'avoir surmonté un obstacle. Question. Pourquoi tant d'enfants et d'adultes sont-ils diagnostiqués avec un TDA ou un TDAH aux États-Unis, donc trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité? Que se passe-t-il? Il y a un demi-siècle, les cellules carbonées de certains individus ont commencé à se transformer en structures cristallines, où est stockée la connaissance cosmique. Et certaines âmes se sont incarnées dans ces cellules cristallines. Ces individus étaient plus intelligents et plus doués que leurs pères. Les enfants d'âge primaire de ce groupe restreint apprenaient vite. Ennuyés par le travail scolaire classique, ils devenaient agités et inattentifs, ce qui était perçu comme perturbateur. Au lieu de leur fournir du matériel pédagogique plus avancé et stimulant, les enseignants en informaient les parents. Au lieu de cultiver l'extraordinaire vivacité, la curiosité et l'envie d'apprendre de leurs enfants, la plupart les emmenaient chez le médecin. L'industrie médicale a mis au point des diagnostics de troubles déficitaires de l'attention et de troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité et prescrit des médicaments qui ont retardé la croissance des cellules cristallines, la capacité d'apprentissage et la maturation émotionnelle des jeunes. À l'âge adulte, se sentant en décalage avec une société qui valorise le conformisme, nombre d'entre eux ont développé une dépression ou des maladies. Comme d'autres personnes souffrant de dépression ou de problèmes physiques douloureux, on leur a prescrit des médicaments addictifs susceptibles d'aggraver la dépression et de provoquer la mort par overdose ou par suicide. Pour contrer la réaction du public face à ces effets, le secteur médical a commencé, il y a environ 2 ans, à diagnostiquer des TDA et des TDAH chez les adultes anxieux, impulsifs, désorganisés ou colériques. Les médicaments prescrits pour ces troubles ont des effets moins graves que les antidépresseurs et les opioïdes. Si les questions de santé que je viens de mentionner devaient être posées dans 5 ans, notre réponse pourrait être « L'amélioration de l'état des patients a été phénoménale et aucun nouveau cas n'a été signalé ces 2 dernières années. » Nous pouvons affirmer cela car l'augmentation des taux vibratoires continuera de faire progresser la conscience des âmes quant à leur capacité innée à surmonter l'ingénierie sociale et les limitations de la 3D. Chère famille, tous les êtres de lumière vous honorent pour votre persévérance dans votre mission et vous soutiennent avec le pouvoir inégalé de l'amour inconditionnel. Amour et paix. Signé Suzanne Ward. Alors, chers membres du personnel au sol, avant de vous livrer le 2e message... Ça, c'est mon chat. Alors, avant de vous livrer le 2e message de Matthieu, qui lui aussi peut se montrer déstabilisant pour les personnes non éveillées qui se croient encore au pays des bisounours, là où papa, maman, gouvernement veulent le bien de leurs enfants, permettez-moi de vous offrir l'article dont je vous ai parlé au début qui relate l'étonnante révélation qu'a faite le docteur Léon Heisenberg, psychiatre américain de renom, considéré comme le père scientifique du TDAH, qui à l'âge de 87 ans, dans ce qui fut sa dernière interview, a déclaré que, je cite, « Le TDAH est un exemple parfait de maladie fictive ». Fin de citation. Voici donc l'article écrit par Marilyn L. Redmond, qui a écrit 11 livres. Marilyn est titulaire d'une licence et d'un baccalauréat en éthique de la recherche et d'un doctorat en psychologie. Elle est également une écrivaine internationale de renom, chroniqueuse, consultante, conseillère, thérapeute de régression et de vie antérieure, et conférencière qui partage les dynamiques de la vie pour guérir nos vies. Je vous lis donc l'article en question
sur mon prompteur. Il est titré « Le TDAH serait une maladie fictive » selon son propre inventeur. C'est une révélation étonnante qu'a faite Léon Eisenberg, psychiatre américain de renom, considéré comme le père scientifique du TDAH. À l'âge de 87 ans, dans ce qui fut sa dernière interview, il a déclaré « Le TDAH est un exemple parfait de maladie fictive ». Pendant 40 ans, cet homme a siégé dans de nombreuses commissions, reçu des prix prestigieux et influencé toute une génération de pédiatres. C'est en 1968 que son diagnostic a fait son apparition dans les manuels officiels sous le nom de réaction hyperkinétique de l'enfance, devenu aujourd'hui TDAH, donc trouble de l'attention avec hyperactivité. Depuis, les prescriptions de médicaments n'ont cessé d'exploser. Rien qu'en Allemagne, on est passé de 34 kilos de psychostimulants prescrits en 1993 à 1760 kilos, près de 2 tonnes en 2011. Aux États-Unis, un garçon sur 10 âgé de 10 ans prend aujourd'hui un médicament pour le TDAH chaque jour. Mais tout le monde ne s'en réjouit pas. En Suisse, la Commission nationale d'éthique a vivement critiqué l'usage du Ritalin le 22 novembre 2011. Selon elle, ces médicaments interfèrent avec la liberté et les droits de l'enfant. Ils modifient son comportement de façon artificielle, sans lui apprendre à changer par lui-même. En somme, on prive l'enfant d'une expérience essentielle, apprendre à agir de façon autonome et empathique. Et cela compromet son développement personnel. Alors, posons la question. Le diagnostic du TDAH aurait-il été marketé au service de l'industrie pharmaceutique, avec l'aide d'une communication bien rodée et d'une propagande adaptée? Une étude menée par la psychologue américaine Lisa Cosgrove a révélé que sur les 170 membres du comité DSM-4, le fameux manuel de diagnostic devenu DSM-5 maintenant, 56% avaient des liens financiers avec des compagnies pharmaceutiques. Et dans les sections les plus sensibles, les troubles de l'humeur, comme la bipolarité, la schizophrénie, les psychoses, ce chiffre monte à 100%. Tous les membres, sans exception, avaient des intérêts économiques dans l'industrie du médicament. Aujourd'hui, comme le souligne le docteur Irvin Savodnik, psychiatre à l'Université de Californie, c'est l'industrie pharmaceutique qui définit désormais le vocabulaire même de la psychiatrie. Un exemple parmi tant d'autres. Un directeur adjoint en psychopharmacologie pédiatrique à l'hôpital de Boston, également professeur associé à Harvard, aurait touché plus d'1 million de dollars entre 2000 et 2007 de la part de laboratoires pharmaceutiques. Pour creuser le sujet, on peut consulter le site de la Commission citoyenne des droits de l'homme, www.cchrint.org. Mais, au fond, quel est le rôle des médecins, des psychologues et des enseignants? Est-ce vraiment de donner des substances chimiques aux enfants pour les faire tenir tranquilles? Placer des enfants entre les mains de l'industrie pharmaceutique simplement parce que notre société ne sait plus comment éduquer est une forme de folie. Il est temps de revenir à l'essentiel. L'éducation, le bon sens, l'accompagnement des familles. Offrir à l'enfant des repères, de la stabilité, une écoute. Et surtout, lui apprendre à se connaître et à se maîtriser. Car apprendre le respect, la responsabilité, la relation à l'autre, c'est la base de toute vie humaine. Enfin, l'auteur, Marilyn Redmond, partage une expérience personnelle. Dans sa famille, le comportement de l'enfant était une réaction de survie, un cri dans un foyer dysfonctionnel, où régnait la dépendance et la peur. Et quand le Ritalin est arrivé sur le marché, on a décidé que ce comportement-là était une maladie. Elle raconte que dans leur cas, le médicament est arrivé avant même le diagnostic. Et le résultat? Son proche, aujourd'hui adulte, n'a jamais pu intégrer l'armée à cause de ce passé médical. Il n'arrive pas à garder un emploi, ni à devenir autonome. Fin de l'article.
Par ailleurs, j'ai été moi-même, Phil Dewan, diagnostiqué bipolaire il y a une dizaine d'années, avec l'obligation à vie de prendre de la dépacote avec des effets secondaires désastreux. Alors, attention, je ne demande à personne de faire ce que j'ai fait, car arrêter ces médicaments peut conduire au suicide. Donc, ne suivez pas mon exemple si vous avez été diagnostiqué bipolaire. Mais, j'ai fait confiance à un Heilpraktiker de haut niveau, qui a travaillé avec le bras droit du professeur Luc Montagnier, prix Nobel bien connu, Emmanuel Carrière, donc, que j'ai interviewé sur cette chaîne à 2 reprises. Je lui ai fait parvenir une capsule de dépacote et celui-ci en a extrait l'information sous forme de fréquence. Et pendant 6 mois environ, j'ai informé l'eau que je buvais tous les jours avec ces fréquences. Eh bien, ça fait 3 ans maintenant que je n'ai plus de troubles bipolaires. Je l'ai dit, il s'appelle Emmanuel Carrière, vous trouverez le lien de son site sous la vidéo. Alors, petit rappel à l'intention des membres du personnel au sol qui m'écoutaient. Je suis désormais entièrement seul à bord du vaisseau du Grand Bazar de Gaïa, producteur d'émissions hebdomadaires. J'ai été à 3 reprises censuré par les algorithmes chiens de garde de YouTube et de Meta, précisément à cause d'informations considérées comme des fake news. Au Grand Bazar de Gaïa croit que son audience, aujourd'hui évaluée à 16 000 followers, sans compter les 50% qui écoutent régulièrement mais qui ne sont pas abonnés, soit près de 24 000 personnes, dont vous faites partie, je pense que cette communauté est assez adulte et responsable pour discerner le vrai du faux. Ne prenez pas ce que je dis ici ou ce que mes invités disent comme paroles d'évangile. Et même les paroles d'évangile, ne les prenez pas pour des vérités. Faites vous-même vos propres recherches. Personnellement, j'ai refusé les injections Pfizer et mon GPS intérieur est en parfait état de fonctionnement. C'est mon ressenti qui me guide. Et à l'occasion aussi, la radiesthésie, avec mon pendule de Toth en bois d'ébène sculpté à la main. Je l'utilise aussi dans mes séances de coaching. Tout ceci pour vous dire que pour des raisons éthiques, je refuse de monétiser mon média par des publicités intrusives. Mais il faut bien que j'achète ma nourriture. Je ne me nourris pas uniquement de prana. Il faut aussi que je subvienne aux besoins vitaux de Noé, mon ange de chaque, vous avez entendu, qui fait un travail remarquable de purification de mon lieu de vie. C'est pourquoi cette émission, comme toutes les autres, vous réserve un bonus sur Patreon, une plateforme qui respecte le premier amendement des États-Unis d'Amérique et où aucune censure n'est possible. Et ce, pour le prix d'un café gourmand par mois. C'est aussi une façon de me soutenir. Vous trouverez le lien sous la vidéo. Je vous livre maintenant le début du 2e message de Mathieu. Pour écouter la suite, c'est de l'autre côté, sur Patreon, dans un espace sécurisé. Et si vous pensez ne pas en avoir pour votre argent, le prix d'un café gourmand, vous pouvez vous désabonner à tout instant en quelques secondes. Alors, je compte sur votre soutien et votre générosité. Un gros merci par avance. Je vais laisser maintenant la place à Mathieu pour ce second message. Il sera question maintenant de respiration rythmique, d'élargissement de la conscience, de la Russie, de l'Ukraine, de l'Iran, d'Israël, des immigrants musulmans, du régime alimentaire, des civilisations terrestres et extraterrestres, et de l'avenir prometteur. Mais, un boulanger ne vous offre pas son pain gratuitement. Il échange son labeur contre de l'énergie argent. Je n'aime pas trop faire la quête, comme les gens d'église ou les quêteux des cités, mais je dois alimenter mon corps biologique avec des nourritures terrestres. Alors, offrez-moi un café gourmand et vous pourrez écouter le 2e message de Mathieu. Je ne vous prends pas en otage. Si vous ne voulez pas ou ne pouvez pas me soutenir avec le prix d'un café, vous pourrez lire ce précieux message sur le site de Suzy, matthewbooks.com. Alors, à tout de suite sur Patreon, de l'autre côté pour le message de juillet 2025 de Matthew Ward, pour le personnel au sol qui s'en donne les moyens, et à la semaine prochaine pour les autres. Allez, bye bye.
4 voix de sagesse, 4 voix pour l'âme, 20 minutes de tendresse pour transmuter nos drames. Écoutez les paroles, mais observez les actes. La terre est une école, mais l'école, j'aime pas ça. Moi je préfère écouter les invités de fil au grand bazar de Gaïa. Et quel que soit votre âge, je vous souhaite un bon visionnage.